Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un cours sur les fonctions réciproques. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez donc un polycopier en format PDF et puis un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. Paragraphe 1, généralité, une définition. On dit qu'une fonction f est une bijection de grand I sur grand J si tout réel B de grand J possède un unique antécédent petit a par f dans grand I. Alors voilà ce que j'ai écrit. La fonction G qui a tout réel B de grand J associe le réel A de grand I est la fonction réciproque de f. Alors vous verrez qu'elle est notée en général, cette fonction réciproque f avec une sorte de puissance moins 1. Mais ça n'a rien à voir avec l'inverse de f. Alors, je vais éviter cette notation dans toute la vidéo. Donc, à petit a appartenant à grand I, par f, on associe petit b appartenant à grand J. Et donc, à ce fameux b appartenant à grand J, on associe petit a appartenant à grand I par G. Alors, une remarque, on va voir que pour tout réel A de grand I, G rond f de A égale A, en fait, à petit a, on a associé petit b, puis à petit b, on associe petit a, donc à petit a appartenant à grand I, on associe petit a appartenant à grand I. Évidemment, et je ne vais pas le faire, mais vous pouvez montrer aussi que pour tout réel b de grand J, f rongé de b égale petit b. Une propriété, soit f une bijection de grand I vers grand J de réciproque petit g, eh bien, dans le plan muni d'un report orthonormé, les courbes C de F et C de G sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation Y égale X. Je vais essayer de faire une démonstration. C de F, c'est l'ensemble des points P de coordonnées petit a, petit b, où A décrit grand I, et C de G, c'est l'ensemble des points Q de coordonnées petit b, petit a, où petit b décrit grand J, et puis les points P de coordonnées AB et Q de coordonnées BA sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation Y égale X. Et donc, les courbes le sont aussi. Petite cerise sur le gâteau, une animation avec le logiciel GeoGebra. Alors, vous voyez que dans la zone graphique, en fait, j'ai placé un point A qu'on va pouvoir bouger. Voilà. Un point B qu'on peut aussi bouger d'ailleurs, et puis le symétrique de A par rapport à la droite delta d'équation Y égale X que j'ai appelé A', le symétrique de B par rapport à cette droite d'équation Y égale X que j'ai appelé B'. Alors la droite AB, je l'ai appelée L, et l'image de la droite AB par la symétrie orthogonale d'axe delta, j'ai appelé L'. Je vous ai placé aussi les coefficients directeurs, le coefficient directeur de la droite AB lorsqu'il existe, et le coefficient directeur de la droite A'B' lorsqu'il existe. Alors, dans le graphique 2, vous voyez les coordonnées, donc le point A pour coordonnée de 1 et le point A', du coup, A pour coordonnée 1, 2. On échange abscisse et ordonnée avec cette symétrie d'axe delta. Tout ceci, je vous le trouverai à la fin du polycopier de cours où j'ai fait toutes les démonstrations concernant cette symétrie orthogonale d'axe delta. Donc le point B 4,2, son image ici de 4. Alors la droite grand L qui a pour équation ici Y égale 0,5x, la droite L' d'équation Y égale 2x, et on va voir qu'il y a un lien entre les coefficient directeur de ces deux droites que j'ai appelé petit m et petit m', le produit sera toujours égal à 1 lorsqu'ils existent. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder notamment? Si jamais le point B, la droite AB est horizontale, là, la droite A'B' est verticale. Et auquel cas, évidemment, elle ici, par exemple, pour équation Y égale 1, et le prime, c'est x égale 1, une équation de cette droite, puisqu'elle est verticale, parallèle à l'axe ordonné, et là, il n'y a pas de calcul du produit des coefficients directeurs. Donc, il faut savoir que
Si c'est une probabilité générale, hein, si la droite AB est horizontale, alors son image par la symétrie d'axe delta est verticale. Que se passe-t-il si, par exemple, la droite AB est verticale? Et ben là, son image à la droite AB, la droite A'B' est horizontale. Il n'y a toujours pas de produit, évidemment, de coefficient directeur, puisque la droite, elle, n'en a pas. Et quand la droite AB est oblique, c'est-à-dire ni horizontale ni verticale, eh bien, on a le sentiment que l'image de la droite AB, c'est la droite A'B' qui est aussi oblique. Et dans ce cas-là, le produit coefficient directeur est égal à 1. Alors ici, par exemple, la droite AB sur le dessin, son coefficient directeur, c'est 1,5. Et le coefficient directeur de la droite A'B', c'est l'inverse de 1,5, c'est-à-dire 2. Alors évidemment, on peut multiplier les exemples. D'ailleurs, voici un exemple qui va peut-être vous paraître curieux. Lorsque la droite AB, évidemment, a pour coefficient directeur 1, la droite A'B' a aussi pour coefficient directeur 1, ce qui fait que ici, les droites grand L et grand L' sont strictement parallèles, pour être confondues. En général, d'ailleurs, les droites, évidemment, AB et A'B', si elles sont pas parallèles, elles se coupent sur l'axe delta. Bon, ici, elles se coupent en haut, mais voilà. Propriété connue des symétries orthogonales ou axiales, on dit aussi. Et puis, je peux vous montrer aussi un petit exemple qui est assez... Voilà, quand la droite AB a pour coefficient directeur -1, la droite A'B' aussi. Et en fait, les droites sont confondues. Parallèles confondues dans ce cas-là. Voilà, j'espère que cela vous convainc. Alors un exemple que j'ai appelé fil rouge parce que je vais l'utiliser plusieurs fois. La fonction petit f est définie sur l'intervalle 0,2 par f de x égale x au carré. La fonction petit g est définie sur 0,4 par g de x égale la racine carrée de x. Et donc les courbes représentatives de petit f et petit g ici sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation y égale x. Je vous ai placé aussi un point P sur la courbe de f et son image par la symétrie d'axe delta qui est le point Q ici. Et puis en fait delta c'est la médiatrice du segment PQ. Paragraphe 2, le cas d'une fonction continue strictement monotone. Propriété, alors soit f une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle grand I d'image grand J par f, et dans le cours de terminale, on admet que grand J est aussi un intervalle, ça sera démontré dans le cours de l'enseignement supérieur en première année. D'ailleurs, dans le premier paragraphe, je vous l'ai pas dit, je n'ai rien dit sur les ensembles I et J, en tout cas, ils n'étaient pas vides. Ici, on va se placer donc sur un intervalle I. Alors, premièrement, on va voir que la fonction f est une bijection de I vers J. Et deuxièmement, soit petit g la fonction réciproque de petit f, la fonction g, c'est aussi une bijection de grand J vers grand I. Et la fonction g va être continue sur grand J. Alors, preuve, la première question, c'est de montrer que la fonction f est une bijection de I vers J. Alors, en fait, ça vient du corollaire du théorème des valeurs intermédiaires que vous avez vu en terminale. D'ailleurs, en général, le théorème des valeurs intermédiaires, il est admis. On verra qu'on pourra en faire une démonstration quand on connaîtra bien notamment la notion de suite adjacente. Et donc, la fonction f est une bijection de grand I vers grand J parce que tout élément de grand J possède un seul antécédent dans grand I. Le problème de A, c'est de montrer que G est aussi une bijection de J vers I. Alors, j'avais fait une première démonstration et puis j'ai voulu un petit peu économiser sur la page, donc je vais vous faire cette démonstration
qui est peut-être moins claire en définitive. Plus courte mais moins claire. Alors montrons que Tourelle A de grand I possède un seul antécédent par G dans grand J. C'est ce qui prouvera que G est une bijection de grand J vers grand I d'après la définition vue au paragraphe précédent. Alors en fait, on se donne donc un nombre A dans grand I et puis on veut montrer qu'il y a un seul antécédent. Bon, déjà on sait qu'il en possède au moins un, hein, c'est l'image de A, petit b égale f de A. Et donc on va essayer de résoudre l'équation G de B égale A dans grand J. Alors G de B égale A, ça signifie que f de G de B égale f de A. Alors c'est là que j'ai été un petit peu rapide selon moi. G de B égale A entraîne forcément f de G de B égale f de A et il faudrait voir pour la réciproque. Or, f de G de B égale f de A, il suffit d'appliquer la fonction G et on va revenir à G de B égale A. Ce qui fait qu'il y a bien équivalence ici. Il faut en général se méfier des équivalences. Il est souvent préférable de faire des raisonnements en 2 étapes. En tout cas, dans l'enseignement supérieur, c'est assez rare qu'on puisse travailler par équivalence. Et donc, f de G de B, c'est petit b, on l'a vu précédemment. Et donc, on a en fait petit b égale f de A qui va être le seul antécédent de petit a par G. Et donc, on en déduit Tourelle A de I possède un seul antécédent petit b par G dans J. On peut dire que la fonction G est une bijection de J vers I. Alors, pour la preuve de 2B, j'ai envie de vous dire, ça n'est pas une démonstration, ce que j'appelle une preuve graphique. En fait, il y a quand même un certain travail pour démontrer que la fonction G est continue sur J. En général, on démontre que la fonction G est continue en tout réel de J, d'ailleurs. Alors ici, je vais utiliser la symétrie. Les courbes C de F et C de G sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation Y égale X. Alors, comme on a tracé la courbe C de F sans lever le crayon, selon l'expression de terminale, par symétrie par rapport à delta, la courbe C de G, elle est tracée sans lever le crayon. On va se contenter de ça. Donc, en fait, on admet quasiment que la fonction G est continue sur grand J. L'exemple fil rouge, je rappelle que la fonction petit f est définie sur l'intervalle 0,2 par petit f de x égale x carré. La fonction g est définie par g de x égale racine carrée de x sur l'intervalle 0,4. Voilà, donc on a tracé C de f sans lever le crayon. Par symétrie, on trace C de g sans lever le crayon. Évidemment, ça manque de rigueur, ce que je viens de vous dire, mais bon. On ne peut pas tout faire. Paragraphe 3, les variations. Alors, une propriété, alors on va se mettre dans le cadre où la fonction f est une fonction continue et strictement monotone sur l'intervalle i d'image grand J par f. Et on considère petit g la fonction réciproque de petit f. Alors, en fait, on n'est pas obligé de se mettre dans ce cadre-là, mais la plupart du temps, c'est dans ce cadre-là que je travaillerai. Alors, premièrement, si f est strictement croissante sur grand I, alors g est strictement croissante sur grand J. Et puis, deuxièmement, si f est strictement décroissante sur grand I, alors g est strictement décroissante sur grand J. Alors, pour la première propriété, en fait, on pouvait le conjecturer à partir de la figure que nous avons vue au paragraphe précédent. Démonstration. Alors, on suppose que f est strictement croissante sur grand I pour commencer. Et puis, on va aller rechercher la définition de la classe de seconde. On va voir comment ça se passe. C'est-à-dire qu'on considère deux réels B et B' de grand J, qui sont les images respectives des réels A et A' de grand I par F. Eh bien, si on considère que B est plus petit que B' strictement, alors c'est f de A qui est strictement inférieur à f de A', puisque f de A égale B, f de A' égale B'. Et à ce moment-là, comme f est strictement croissante sur grand I,
Eh bien, les antécédents sont rangés dans le même ordre que les images. Donc là, on a les images et donc les antécédents sont tels que A est plus petit que A', et A c'est G de B. Et A' c'est G de B'. Donc en fait, on a G de B strictement inférieur à G de B'. Donc si B est strictement inférieur à B', alors G de B est strictement inférieur à G de B'. Donc on peut affirmer que G est strictement croissante sur grand J. Je vais peut-être passer la démonstration dans le cas où f est strictement décroissante, puisque c'est à peu près la même chose. Quoique non. Bon, pour commencer, on se met toujours dans le même cadre. B et B' sont les images respectives de A et A' par petit f. Donc si B est strictement inférieur à B', on a toujours évidemment f de A strictement inférieur à f de A'. Mais comme ici f est strictement décroissante sur grand I, eh bien les antécédents et A' sont rangés dans l'ordre contraire des images. Et donc on va avoir G de B qui est strictement supérieur à G de B'. G est strictement décroissante sur grand J. Alors le fameux exemple fil rouge, toujours avec f de x égale x carré pour tout réel x de l'intervalle 0,2, fermé en 0, fermé en 2. Sa réciproque, g de x égale racine carrée de x pour tout réel x de l'intervalle 0,4, fermé en 0, fermé en 4. Alors f est strictement croissante sur l'intervalle 0,2, g est strictement croissante sur l'intervalle 0,4. Alors dans le paragraphe suivant, on va s'intéresser à la dérivabilité de la fonction réciproque. Et donc, je vais commencer par vous faire observer un peu ce qui se passe avec le logiciel GeoGebra. Alors, j'ai créé un curseur que j'ai appelé petit a. Ici, vous avez sur le graphique un point P d'abscisse petit a, évidemment d'ordonnée qu'on peut appeler petit b. Donc ici, quand P a pour abscisse 1,5, eh bien, sur l'ordonnée, c'est 1,5 au carré, c'est-à-dire 2,25. Alors, comme j'ai utilisé des arrondis à 10 puissance moins 3, bon, ce ne sera pas toujours les coordonnées exactes, mais bon. De même pour les coefficients des droites que vous voyez, TP et TQ. Alors, TP, c'est la tangente au point P à la courbe de F. Et puis, le point Q, qui est le symétrique du point P par rapport à la droite d'équation Y égale X. On échange les coordonnées, eh bien, on trace sa tangente, en fait, si elle existe. Alors, pour la courbe de f, on sait que la fonction carré est dérivable sur l'intervalle 0,2, donc il y aura toujours une tangente. Et puis, pour la fonction racine carrée, qui est définie sur l'intervalle 0,4, fermé en 0 et en 4, le problème, c'est que la fonction racine carrée n'est pas dérivable à 0, donc on va voir ce qui va se passer. Donc, bougeons un petit peu la figure, rapprochons le curseur A de 0. Et ce qui va se passer, c'est que quand, évidemment, petit a vaut 0, le point P pour coordonnée 0, 0, le point Q aussi. Alors, la courbe C de F possède une tangente horizontale au point O. En revanche, la courbe de la racine carrée ne possède pas de tangente, en tout cas ni horizontale ni oblique au point Q. En fait, c'est une tangente verticale. Et oui, on avait vu que par la symétrie axiale d'axe delta, une droite horizontale se transforme en une droite verticale, ce qui fait que voilà, la fonction réciproque ici n'est pas dérivable en 0. Bon, cependant, et vous le savez déjà, il y a quand même ce qu'on appelle une demi-tangente verticale qu'on peut tracer à partir du point O à la courbe de la racine carrée. Voilà. Alors quand même, quand donc il n'y a pas de souci, c'est-à-dire quand la tangente en un point d'une courbe n'est pas horizontale, on verra qu'effectivement on a une tangente qui n'est
pas verticale pour la courbe réciproque de la fonction réciproque. Paragraphe 4, dérivabilité d'une fonction réciproque. Alors la propriété, soit f une bijection de i vers j, soit g la fonction réciproque de petit f. On suppose que la fonction petit f est dérivable sur grand I. On pose petit b égale f de a pour a appartenant à grand I, donc on sait alors que petit a c'est g de b. Eh bien, la première chose qu'on va pouvoir dire, c'est que si f' de a égale 0, alors g n'est pas dérivable en b. F' de a étant égal à 0, on peut dire qu'il y a une tangente horizontale à la courbe de f. Et le problème, c'est que par la symétrie d'axe delta, une horizontale se transforme en une verticale. Et si f' de a est différent de 0, alors on pourra affirmer que g est dérivable en b, que g' de b, on va avoir une formule, et on va voir que la dérivée en b de g, c'est l'inverse de la dérivée de f au point g de b. Alors ici, si f' de a est différent de 0, ça veut dire que la tangente à la courbe de f au point d'abscisse A n'est pas horizontale, elle est oblique en fait, et donc l'image d'une oblique par la symétrie d'axe delta, c'est une oblique. Donc on peut assez facilement conjecturer que G est dérivable en B. Allons-y. Donc je vais encore faire une preuve graphique, alors ici je l'ai même écrit. Donc évidemment, on se place dans le plan muni d'un repère tout normé. Alors, les courbes C de F et C de G, on le sait, sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation Y égale X. Et donc, si f' de A égale 0, la tangente TA à la courbe C de F au point P de coordonnées AB est horizontale. Et donc, par symétrie, par rapport à l'axe delta, la tangente TB à la courbe C de G au point Q de coordonnées BA est verticale. Donc G n'est pas dérivable en B. Deuxièmement, si f' de A est différent de 0, alors la tangente TA à la courbe C de F au point P d'abscisse petit a et d'ordonnée B est oblique. Donc par symétrie, par rapport à la droite delta, la tangente TB à la courbe C de G au point Q de coordonnée BA est oblique. Et donc G est dérivable en B. Évidemment, il y a un moyen de faire une démonstration beaucoup plus rigoureuse que ce que je vous fais, mais bon, c'est simplement une liaison entre la terminale et le supérieur. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir établir la fameuse formule? Alors, on peut aller chercher, par exemple, le fait que f rongé de b est égal à b. Et donc, en dérivant cette expression, on peut dire que f' de g de b multiplié par g' de b, parce qu'on dérive f rongé. Et on a vu dans une précédente vidéo comment dériver une fonction composée. Et puis la dérivée de b par rapport à b, parce qu'ici on dérive par rapport à b, bien sûr, c'est b la variable. La dérivée de b par rapport à b, c'est 1. Et donc on va pouvoir obtenir g' de b qui est 1 divisé par f' de g de b. Alors, il y avait une autre façon de faire qui consiste aussi à utiliser un peu tout ce qu'on a dit sur la droite delta. C'est qu'en fait, f' de g de b, c'est f' de a. C'est le coefficient directeur de la tangente TA et multiplié par le coefficient directeur de la tangente TB. On a vu, sans le démontrer, que le produit des deux coefficients directeurs était toujours égal à 1. Ça sera démontré à la fin du polycopier. Alors notre exemple fil rouge, toujours la fonction f qui est définie par f de x égale x carré pour tout réel x de l'intervalle 0,2 fermé en 0, fermé en 2. On sait que f est dérivable sur l'intervalle 0,2 et que f' de 0 est égal à 0. f' est strictement positif sur l'intervalle 0,2 ouvert en 0. Et donc, on peut dire que G n'est pas dérivable en 0 et G est dérivable sur l'intervalle 0,4 ouvert en 0, fermé en 4.
Alors, l'exemple hyper classique auquel on ne peut pas échapper, c'est en fait la fonction petit f qui est définie sur grand R par f de x égale exponentielle x. Alors, avant de continuer le texte, je vais vous faire voir une animation avec GeoGebra. Donc, j'ai pris le graphique de tout à l'heure, en fait, et puis je l'ai modifié à l'instant. Donc, dans la zone graphique, vous avez la courbe de la fonction exponentielle. Alors, ça réciproque, on sait que c'est la courbe de la fonction logarithme népérien. J'ai pris un curseur que j'ai appelé petit a, qui va varier entre -1 et 3. Ici, on va pas toujours tout voir, mais bon, en tout cas, je l'ai passé à 1, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, a priori, on a le point P de coordonnées 1E. Donc, on le revoit, et puis évidemment, le point Q de coordonnées petite 1, en fait. Ici, GeoGebra donne que des valeurs rapprochées. Et puis, on sait que la fonction exponentielle, elle est dérivable sur grand R, que sa dérivée, c'est elle-même et qu'elle ne s'annule pas sur grand R, ce qui fait que la fonction réciproque, ici que j'ai appelé G aussi, sera dérivable sur 0 plus infini ouvert en 0, parce que l'image de la fonction de l'intervalle de moins l'infini plus infini par l'exponentielle, c'est l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'est par exemple ce qui va se passer quand A vaut 0, parce que c'est une situation qu'on rencontre assez fréquemment. Alors, on sait que la tangente à la fonction exponentielle au point d'abscisse 0 a pour équation y égale x plus 1. De ce fait, la tangente au point Q de coordonnées 1, 0 a pour équation y égale x moins 1. Et ici, les tangentes sont parallèles à la droite delta d'équation y égale x. Voilà, donc pour a égale 1, on a vu aussi. Alors, je vais essayer de placer le curseur en E. Alors, pour le placer dans la zone basique, la définition, je vais mettre xp de 1, par exemple. Voilà, alors là, on voit pas parce que, en fait, les points ont disparu. Alors, j'ai fait une petite confusion. C'est en fait en 2 que je voulais me placer pour que on constate que pour la tangente au point P d'abscisse 2 et d'ordonnée E carré, en fait, cette tangente passe par le point I. Et par symétrie, évidemment, la tangente au point Q va passer par le point J, où J étant le repère orthonormé qu'on a choisi, bien sûr. Et puis, pour A égale 1, je ne l'ai peut-être pas précisé tout à l'heure, mais on le voit assez bien sur les équations de tangente. Les deux tangentes se coupent au point O, origine du repère. Alors, reprenons l'étude de cet exemple hyper classique, parce que dans les exercices, ça va fonctionner à peu près de la même façon. Donc, on a dit que f est dérivable sur l'intervalle moins l'infini plus infini, donc f est continu sur cet intervalle. Pour tout réel x, f' de x, on sait que c'est exponentielle x, f' est strictement positive sur moins l'infini plus l'infini, donc f est strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini. La limite en moins l'infini de la fonction exponentielle, on sait que c'est 0. La limite en plus infini de la fonction exponentielle, on sait que c'est plus infini. Et donc, pour dresser le tableau des variations de la fonction f, voilà, on obtient ce tableau. Alors, f, elle est continue et strictement croissante sur moins l'infini plus l'infini vers l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Par conséquent, on peut affirmer que f est une bijection de moins l'infini plus infini vers 0 plus infini. De ce fait, f possède une fonction réciproque g, continue, strictement décroissante sur grand J vers g de grand J qui est égal à grand I. En fait, ici, grand I c'est R et grand J c'est 0 plus infini, ouvert en 0. Alors, je vais un petit peu changer la formulation, donc soit g la fonction réciproque de petit f, g continue strictement décroissante sur 0 plus infini vers moins l'infini plus infini. G est la fonction définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par g de x égale ln de x.
Alors la fonction f', qui est la fonction exponentielle, ne s'annule pas sur moins l'infini plus infini. Donc j'ai sa réciproque est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Alors pour trouver la dérivée de g, alors ici j'ai utilisé la variable y, pour pas trop confondre au départ avec la variable x et f. Pour trouver y de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, et ben le cours nous dit que g' de y, c'est 1 sur f' de g de y. Et donc, f' de x, on sait que c'est exponentielle x, donc f' de g de y, c'est exponentielle de g de y, donc c'est exponentielle ln de y. Donc on obtient 1 sur exponentielle ln de y, c'est-à-dire 1 sur y, c'est-à-dire la fonction inverse qui est définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. Et puis pour le tableau des variations de ln, en 0, il y a une double barre parce que ln n'est pas définie, donc n'y est pas dérivable. Et en fait, on a échangé les ensembles de départ et ensembles d'arrivée de f et de g. C'est pour ça que j'ai utilisé la couleur bleu-rouge, rouge-bleu, bleu-rouge. Voilà. Alors traditionnellement, après, ce qu'on fait, c'est que on remplace petit y par petit x. Alors je vous ai donné des graphiques pour avoir la courbe représentative de ln et d'exponentielle. Alors ici, je me suis arrêté à 0, je ne sais pas pourquoi. Alors tout simplement parce que ça n'était pas les bons graphiques. Quel distress, Pierre Richard. Et donc, voilà les courbes de f et de g, la droite d'équation de delta, d'équation y égale x, et puis deuxième graphique avec les tangentes, et là j'ai choisi pour le point P l'abscisse petit e, ce qui fait qu'on retrouve la situation qu'on a vue avec GeoGebra où les tangentes TP et TQ se coupent en deux. Alors au passage, puisque le coefficient directeur de TP c'est E, le coefficient directeur de TQ c'est 1 sur E puissance moins 1, une valeur approchée 0,368. Finalement, je vais vous parler de cette symétrie orthogonale d'axe delta d'équation y égale x, vu qu'on en est qu'à une demi-heure de vidéo. Alors on se place dans un plan muni d'un repère orthonormé au vecteur point O, vecteur I, vecteur J. Grand S est la symétrie orthogonale d'axe delta d'équation y égale x. Alors la propriété fondamentale, c'est que le point M de coordonnées xy a pour image le point M' de coordonnées x' y' par S. C'est seulement si, en fait, x' égale y et y' égale x. Alors je dois cette preuve à un de mes anciens collègues et amis malheureusement décédés, dont vous avez les initiales ici. Jean-Claude. Alors il aimait bien poser à ses jeunes collègues, mais avec beaucoup d'empathie, comme on dit maintenant, des petites questions, et voilà ce qu'il m'avait demandé. Il m'avait donné un carré, enfin on va voir que c'est un carré, un quadrilatère MBN, construit de sorte que à partir du point M de coordonnées xy, on trace une horizontale qui rencontre la droite delta en A, on trace une verticale qui rencontre la droite delta en B, et puis ensuite, en fait, il construit l'intersection de la droite horizontale passant par B et parallèle à M, de la droite verticale passant par A et parallèle à BM, on obtient un point N, et il m'avait dit évidemment quelle est la nature du quadrilatère. On va voir que c'est assez facile de démontrer que c'est un carré, et puis on va voir qu'effectivement le point N que j'ai pris ici a ses coordonnées qui sont échangées par rapport à celles du point M. Bon, voilà les idées.
Donc on considère les points A de coordonnées y, y, B de coordonnées, là il y a une petite coquille parce que j'ai modifié le texte, XX, M de coordonnées XY et N de coordonnées YX. Alors, en prenant, alors évidemment, ça c'est parce que c'est à cause des horizontales et des verticales qu'on a tracées. Donc les droites AM et NB sont horizontales, donc forcément AM est parallèle à NB, les droites AN et MB sont verticales, donc forcément la droite AN est parallèle à la droite MB, et donc on peut dire que déjà MBN est un parallélogramme. Bon, les droites AM et AN sont forcément orthogonales, il y a une horizontale et une verticale, donc forcément MBN est un rectangle. Et puis ensuite j'ai pris deux côtés consécutifs et on montre qu'ils ont la même longueur. Bon, c'est presque évident, mais enfin quand même. On va le faire avec les coordonnées, A pour coordonnées Y, Y et M pour coordonnées X, Y. Donc forcément le vecteur AM a pour coordonnées X moins Y, 0. Et donc si on applique la formule bien connue pour trouver la distance AM au carré, on obtient X moins Y au carré plus 0 au carré. Alors attention, la distance AM, en fait, c'est valeur absolue de X moins Y. Ne pas être trop influencé par la figure ici, parce que ça dépend comment sont rangés X et Y. Alors on effectue quasiment le même calcul pour trouver en fait que AN c'est aussi valeur absolue de X moins Y, et donc AM égale à N, et un rectangle qui a deux côtés consécutifs de même longueur est un carré. Alors comme AMBN est un carré, le point N, on peut dire qu'il est le symétrique du point M par rapport à la diagonale, qui est en fait la droite AB, qui est aussi la droite delta de l'équation Y égale X. Et donc le point N de coordonnées YX est l'image du point M de coordonnées XY par la symétrie orthogonale d'axe delta. Alors c'est pas la démonstration classique. Classiquement, ce qu'on essaye parfois de faire, c'est de dire que en fait la droite AB ici doit être la médiatrice de MN. Et donc en prenant des coordonnées du point M XY, on cherche les coordonnées du point N et on va trouver YX. Alors une propriété, si un vecteur directeur de la droite D, c'est le vecteur W de coordonnées alpha bêta, on va démontrer alors que la droite image de la droite D que j'ai appelée D' par cette symétrie orthogonale d'axe delta, c'est un vecteur W' de coordonnées bêta alpha. Bon là je vous ai fait une petite figure qui ressemble un peu à ce que je vous ai fait voir en vidéo. On va passer à la démonstration. La droite D, je considère que c'est la droite PQ, où P a pour coordonnées AB et Q a pour coordonnées CD. On va chercher les images des points P et Q, qu'on va appeler P' pour l'image du point P, et comme P a pour coordonnées AB, P' a pour coordonnées BA. L'image par S du point Q de coordonnées CD, c'est le point Q' de coordonnées DC. On échange C et D. La droite D', c'est la droite P', Q'. Alors, un vecteur directeur de la droite D, évidemment, c'est le vecteur PQ de coordonnées. On connaît les coordonnées de P et Q, donc ça va donner C-A, D-B. Un vecteur directeur de la droite D', c'est P', Q'. On connaît les coordonnées de P' et Q', D-B, C-A sont les coordonnées du vecteur P', Q'. Et là, on voit bien qu'on a échangé les abscisses et les ordonnées. L'abscisse du vecteur PQ, c'est l'ordonnée du vecteur P', Q', et puis l'ordonnée du vecteur PQ, c'est l'abscisse du vecteur P', Q'. Et donc, on a bien échangé les coordonnées des vecteurs directeurs, ce qui fait que W ayant pour coordonnées alpha, bêta, W' a pour coordonnées bêta, alpha. Alors, pour finir, on va s'intéresser aux images des droites quand elles sont horizontales, verticales, obliques. Alors, une petite définition quand même. On dit qu'une droite est oblique si cette droite est ni horizontale ni verticale. Alors, on va démontrer que l'image par S d'une droite horizontale, c'est une droite verticale. L'image par S d'une droite verticale, c'est une droite horizontale. Et l'image par S d'une droite oblique est une droite oblique. Alors, commençons par
quand la droite D est horizontale. Alors un vecteur directeur de la droite D, c'est le vecteur I de coordonnées 1, 0. Et donc un vecteur directeur de la droite D', c'est un vecteur de coordonnées 0, 1. Et on prend évidemment le vecteur J. Et puis à ce moment-là, la droite D' qui a pour vecteur directeur J est forcément verticale. Deuxièmement, si la droite D est verticale, alors évidemment un vecteur directeur de la droite D, c'est le vecteur J de coordonnées 0, 1. Donc un vecteur directeur de la droite image, c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, c'est-à-dire le vecteur I. Et à ce moment-là, la droite D' est horizontale. Dernier cas, si la droite D est oblique, alors un vecteur directeur de la droite D, c'est W de coordonnées alpha, bêta, mais comme elle est oblique, alpha et bêta sont forcément tous les deux non nuls. Un vecteur directeur de la droite D', c'est W' de coordonnées bêta alpha, et évidemment avec bêta différente de 0 et alpha différente de 0. Et du coup, la droite D' est bien oblique. Parce qu'elle ne peut pas être horizontale, elle ne peut pas être verticale à cause de ces réels alpha et bêta qui sont non nuls. Dernière propriété, si la droite D est oblique, alors le produit des coefficients directeurs des droites D et D' est égal à 1. Alors, on indique que les droites D et D' ont pour vecteur directeur respectif W de coordonnées alpha bêta et W' de coordonnées bêta alpha. Donc les droites D et D' ont pour coefficient directeur respectif, alors on devrait le savoir, j'espère pour vous, c'est bêta divisé par alpha, parce que W a pour coordonnées alpha bêta. Et puis la droite D' a pour coefficient directeur alpha divisé par bêta, et puis si vous faites le produit des deux, vous allez bien obtenir 1. Et voilà, donc on a justifié tout ce que je vous avais dit sur les symétries orthogonales d'axe delta au cours de la vidéo concernant les fonctions réciproques. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous dire de ne pas hésiter d'envoyer un commentaire éventuellement. Ça pourrait m'aider, surtout quand on baisse le pouce. Un petit pouce levé, ça fait plaisir, ça me donne l'envie de continuer. Je vous souhaite une belle journée, surtout prenez bien soin de vous et que la force soit avec les étudiants qui auront leur rentrée dans quelques jours. Il me reste à vous dire le classique, au revoir.